Bonsoir, oh là là, quelle ambiance chaude, je dirais presque que c'est rock'n'roll, mais bon, l'ambiance doit être joyeuse plutôt que funèbre. Bienvenue à tous ce soir à l'UGC Normandie pour cette nouvelle séance de notre marathon d'adieu à l'une des plus belles salles existantes encore à Paris, donc l'UGC Normandie. Cette séance spéciale est créée dans le cadre de l'événement Merci UGC Normandie, organisé par UGC justement pour, comme nous le disions, dire un grand au revoir et que les fauteuils se remplissent une dernière fois dans cette salle pour se dire tous ensemble un petit adieu et voir de si beaux films sur grand écran, là où est leur place. Ce soir, évidemment, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, on le dit souvent, mais là, franchement, c'est pas galvaudé. Laurence d'Arabie, 7 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, rien que ça. Un film de David Lean de 1962, énorme succès public et critique à sa sortie. Si le film sortait aujourd'hui, pour vous donner une idée, il rapporterait plus de 500 millions de dollars au box-office américain, ce qui est l'équivalent à peu près des recettes que pouvait faire un épisode d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars. Avant de présenter un peu plus longuement le film et de lancer la séance, ce soir nous avons la chance d'accueillir un spécialiste des salles de cinéma, de l'histoire des salles de cinéma en France. Il s'appelle Axel Huyghe, il a créé le site sallecinema.com. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur les salles de cinéma. Son dernier en date se nomme Multiciné, Boris Gourevitch, l'homme des complexes. C'est également le co-commissaire de l'exposition Architecture remarquable, les Ciné-Palaces, à la Fondation Pathé, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, dans le 13e, avenue des Gobelins. Et cette exposition dure jusqu'au 13 juillet. Voilà, c'est facile, 13e, 13 juillet. Pour prolonger l'atmosphère et cet au revoir que nous faisons au UGC Normandie, on vous conseille chaleureusement d'aller à cette exposition copilotée par celui que nous accueillons maintenant, Axel Huyghe. Bonsoir, merci Pierre. Bonsoir à tous. 87 ans d'histoire, on va pouvoir lancer les visuels, puisque le Normandie a 87 ans cette année. Et je vais vous raconter en un quart d'heure, je vais vous faire un petit cours d'histoire, alors rassurez-vous, ça ne va pas être rasant normalement. Et on va parler un petit peu des Champs-Élysées également. Les Champs-Élysées, l'avenue des cinémas. À une époque, dans les années 70, il y avait 26 établissements, presque 30 sur les Champs-Élysées. Malheureusement, il n'en reste plus que 4, bientôt plus que 3. Et là, vous voyez le Normandie, il y a quelques mois. Voilà, donc l'avenue des cinémas. Alors, petit récapitulatif, le cinéma n'est pas né sur les Champs-Élysées, il est né sur les grands boulevards. La première séance par les Frères Lumière, c'est en 1895, en décembre. C'est dans un café, c'est pas dans un cinéma. C'est au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines. Et petit à petit, sur ces grands boulevards vont s'installer des salles de cinéma en dur, puisque à l'époque, il faut rappeler que le cinéma est plutôt dans les foires, dans les cirques, dans les music-halls. Et petit à petit, ces établissements vont projeter des films. Et il va y avoir dans les années 1910-1920 de vraies salles de cinéma qui vont s'installer. D'abord sur les grands boulevards, et ensuite, bien après, en 1913, sur les Champs-Élysées. Le premier cinéma sur les Champs-Élysées, c'est le Colisée. On est à l'ère du muet. Et pendant ce temps-là, de 1913 aux années 30, beaucoup de cinémas ouvrent, mais plutôt sur les grands boulevards. Le deuxième cinéma qui ouvre sur les Champs-Élysées, c'est l'Ermitage, un cinéma Pathé, créé par Bernard Nathan, qui était à l'époque le propriétaire de Pathé. Ensuite, Gaumont s'installe avec l'Élysée Gaumont. Ensuite, le Marignan, qui a fermé, comme vous le savez, en décembre dernier. Donc, c'était un ciné-palace, ouvert également par Bernard Nathan, une salle énorme. Ensuite, le Marbeuf, le Paris, le Balzac, petit voisin, qui ouvre en 1935. Et enfin, le Normandie, en 1937. Donc, vous voyez, le Normandie n'est pas le premier cinéma des Champs-Élysées. Il ouvre dans la grande époque des ciné-palaces. Pourquoi Ciné-Palace ? Parce qu'à l'époque, ce sont des salles uniques, ce n'est pas des complexes, et c'est des salles de 1500, 2000, voire plus fauteuils. Voilà, 2000 fauteuils dans une salle, 2500. Voilà. Ici, aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième plus grande salle de Paris, après le Rex. Alors voilà le Normandie en 1932.
Mais vous avez remarqué, le Normandie, c'est d'abord une brasserie. Une brasserie qui loge au pied de cet immeuble. Alors on pourrait croire que cet immeuble, avec son architecture des années 60-70, voilà, c'était vraiment un immeuble d'après-guerre, mais non, cet immeuble a été créé en 1932 par un architecte avant-gardiste qui s'appelait Jean Desbouis. Et au pied de cet immeuble loge une brasserie qui s'appelle le Normandie. À l'époque, l'avenue des Champs-Élysées, c'est aussi l'avenue des concessionnaires automobiles, des cinémas, donc des brasseries, des restaurants, du Fouquet's et autres. Et aux étages de cet immeuble, ce sont des bureaux et c'est aussi le siège d'une radio qui s'appelle le Poste Parisien. Je vous dis ça parce que c'est important de le savoir. Durant l'occupation, cette radio devient Radio Paris, la radio collaborationniste. Donc, vous voyez, cet immeuble est quand même chargé d'histoire, dont la brasserie. Et donc, en 1937, le Normandie s'installe. Alors, non pas à la place de la brasserie, mais derrière la brasserie. C'est la raison pour laquelle vous passez dans un hall assez profond pour atteindre cette salle ici, cette grande salle, et les trois autres salles, en tout cas les deux autres, puisque la troisième salle est dans un immeuble qui est à côté. Donc voilà un petit peu l'histoire de cet immeuble assez avant-gardiste. Et vous allez voir tout à l'heure la salle, comment était cette salle du Normandie en 1937. Alors c'est une salle, c'est pas la salle dans laquelle on est en fait. C'est une salle immense, 2000 places. Un orchestre et un balcon. On le voit un petit peu sur la droite. Vous avez un balcon, donc à l'époque, salle unique, on appelle ça des mono-écrans. Donc salle immense, complètement art déco, vous l'avez remarqué. Complètement art déco, parce que les deux architectes, Adrienne Gorska et Pierre de Montaut, sont des spécialistes de l'art déco. Alors peut-être ces noms ne vous disent pas grand-chose. Ce sont des architectes qui ont pas mal créé de salles de cinéma, et notamment les cinémas qui s'appelaient les cinéaques. Et ils étaient visibles par leur grande façade avec des néons dans les années 30. Adrienne Gorska, donc c'est un couple à la ville comme au travail, c'est un couple d'architectes. Et Adrienne Gorska est la sœur de l'artiste peintre Tamara de Lempicka. Donc vous voyez, on est dans cette mouvance complètement art déco. Et Adrienne Gorska fait partie du mouvement qui a été créé par Robert Mallet-Stevens en particulier, le mouvement de l'Union des artistes modernes. Dans ce mouvement fondé en 1929, vous avez Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Robert Mallet-Stevens, donc Adrienne Gorska et Le Corbusier. Vous voyez, les lignes architecturales s'inscrivent complètement dans cette mouvance art déco. À l'époque, la salle, donc je l'ai dit, a 2000 fauteuils, orchestre, balcon. Elle fait 45 mètres de long, 37 mètres de large et pour une hauteur de 14 mètres. Je vais vous lire un petit article d'un journaliste quand il pénètre dans la salle la première fois. Après avoir longé une longue galerie garnie de vitrines décoratives modernes, savamment éclairées par des tubes luminescents verts, blancs et rouges, on accède à la salle qui est splendide par son ampleur architecturale et sa décoration. Le spectateur ravi a l'impression d'être à bord du plus merveilleux navire dont cette salle porte le nom, le Normandie. Le premier film qui est joué au Normandie, c'est L'Invisible Armada de Pierre Sandrini avec Laurence Oliver et Viviane Lee. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette salle, le Normandie, est programmée par Pathé jusqu'en 1940. UGC n'existe pas encore. Alors, cette salle, pendant l'occupation, donc elle a une histoire quand même qu'il faut dire. Cette salle a été annexée par une société allemande qui s'appelait la Sogec. Donc, les Allemands, quand ils arrivent à Paris, ils annexent, en tout cas, ils spolient des salles et ils achètent des salles à prix bas, des belles salles de cinéma pour diffuser leurs films. Ils créent un studio également de cinéma, une maison de production qui s'appelle la Continental Film. Et les Allemands, pendant l'occupation, en fait, ont à la fois leur circuit de salles et leurs films, et des films français également, puisque la Continental Film est à l'origine de beaucoup de chefs-d'œuvre du cinéma français, comme Premier Rendez-vous de Decoing, L'assassinat du Père Noël de Christian Jacques,
la Symphonie fantastique, également de Christian Jacques, Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing et Le Corbeau. Donc tous ces films-là ont été projetés ici, au Normandie, pendant l'occupation. Il y a également des films allemands du studio de l'AUFA, comme Les Aventures fantastiques du baron de Munchausen. Donc, ce n'est pas une salle réservée aux officiers allemands, hein, ce n'est pas un Soldatenkino comme au Marignan, par exemple. C'est une salle ouverte au public, mais avec des productions de la Continentale, des productions allemandes, et évidemment, il n'y a aucune production américaine sous l'occupation. En 1953, donc là je suis après la guerre, la salle rouvre, elle est nationalisée et la Sogec devient UGC, c'est pas encore privatisé. Et je passe un petit peu quelques années, on installe le cinémascope et en 1969, la salle est complètement refaite. Donc la salle que vous voyez ici, la salle dans laquelle nous sommes, en fait, elle loge dans l'ancien balcon de la salle qu'on a vue tout à l'heure d'Adrienne Gorska et de Pierre de Montaut. Donc vous me direz, mais c'est bien beau tout ça. Donc on est dans l'ancien balcon, c'est une magnifique salle. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? En dessous, en fait, c'est le Lido. Le Lido, avant, était un peu plus bas dans les Champs-Élysées, dans les arcades du Lido. Et le Lido a déménagé, mais non pas en 69. 10 ans plus tard, ça veut dire que l'espace occupé par le Lido en dessous est resté vide pendant 10 ans. Alors pourquoi le Normandie devient une salle plus petite ? À l'époque, en fait, les grands cinépalaces de 1500, 2000, 2500 places, en fait, sont à bout de souffle, hein, tirent la langue. Il faut remplir ces salles, c'est compliqué, en plus il y a beaucoup de cinéma. Et à l'époque, c'est l'ère des complexes cinématographiques, c'est-à-dire des cinémas avec plusieurs salles. Donc c'est pas encore les multiplexes, mais c'est vraiment à la fin des années 60 et dans les années 70 que les exploitants créent des salles plus petites, justement pour mieux rentabiliser les établissements cinématographiques. Cela dit, c'est quand même une salle de 865 places qui ouvre en 1969, et c'est un architecte assez oublié, mais assez prestigieux, qui s'appelle Georges Pénet, qui a créé cette salle en 69. Et on est dans une salle qui a gardé son jus des années 60, et c'est pas si courant d'avoir à Paris et en France des salles comme ça qui sont restées complètement intactes, avec des volumes intacts, avec des boiseries, alors c'est du frêne pour info, avec des rideaux. Vous remarquerez que dans les salles actuelles des multiplexes, il n'y a pas de rideau, une scène, puisqu'à l'époque, il y a des présentations, des avant-premières et autres. Donc, Georges Pénet, quand même, installe une salle de prestige, et le Normandie, qui devient UGC Normandie en 1974, le Normandie reste une salle de prestige, une salle des grandes exclusivités parisiennes. Alors pourquoi exclusivité ? Puisque à l'époque, il y a une chronologie des sorties de films. Les films sortent d'abord dans des grandes salles, il reste quelques semaines à l'affiche, et ensuite ils sont distribués dans des salles plus petites. Ces grandes salles prestigieuses, comme le Normandie, ont un tarif plus élevé que dans les salles de quartier. Et vous avez des galas, des avant-premières et des grands films. Donc voilà pour ce Normandie des années 69 jusqu'en 70. Pour information également, on projette du 70 mm dans cette salle, hein, dès le début, donc avec des projecteurs 70 mm. Pas toutes les salles projetaient du 70 mm. Donc c'est important de vivre ce soir des émotions dans une salle un peu dans son jus. C'est pas si courant que ça, comme je l'ai dit, et elle va nous manquer évidemment. Mais bon, soyons pas trop nostalgiques. Donc dans ces salles, il va y avoir des films. Alors je ne vais pas lister tous les films qui vont être projetés dans cette salle, mais Au service secret de Sa Majesté, Les Damnés. Les Damnés va rester 11 semaines à l'affiche dans ces salles, Les Damnés de Visconti, Woodstock, Peau d'âne, Love Story, et j'en passe. Vous avez sûrement, vous, des souvenirs de blockbusters américains ou d'autres grands films à grand spectacle français dans cette salle. On arrive dans les années 70, et ici, on est en 74. Donc j'ai choisi cette photo un peu coquine.
Et oui, le jeune homme tient une culotte, le culotte de la dame dans sa main. Donc c'est voilà. Donc c'est un film Péché véniel qui a été tourné, qui est sorti en 1974. Et vous voyez que le Lido n'est pas encore installé à cet emplacement, puisque la façade du Normandie, en fait, prend toute la place. Il n'y a aucune publicité pour le Lido. C'est normal, on est en 1974, le Lido ne s'est pas encore installé. Donc nous sommes dans les années 70 et la salle ne va pas bouger, elle ne va pas être divisée. Par contre, UGC va ouvrir 2 autres salles derrière, derrière cette grande salle, et une 4e salle dans l'immeuble à côté qui a longtemps été le concessionnaire Mercedes. Et donc ce complexe en fait a atteint jusqu'à 4 salles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la 4e salle où il faut sortir sur les Champs-Élysées pour re-rentrer, en fait à l'origine c'était déjà une salle de cinéma qui s'appelait tout simplement le cinéma des Champs-Élysées. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Alors oui, moins de salles, enfin de moins en moins de salles sur les Champs-Élysées, évidemment. Il y a un phénomène qui est expliqué par plusieurs facteurs. Déjà, les Parisiens comme nous allons moins au cinéma sur les Champs-Élysées qu'avant, c'est une réalité. Les Champs-Élysées se transforment, deviennent une avenue avec énormément de boutiques, beaucoup moins de cinéma. Il n'en reste plus que 3, le Balzac, le Publicis et le Lincoln. Le Lincoln, soit dit en passant, c'est un cinéma familial. Quelle génération? Et c'est un des premiers complexes en fait, parisiens, pour la petite histoire. Donc les mouvements, la fréquentation va plutôt vers les Halles, vers Bercy, vers la bibliothèque, dans ces grands multiplexes qui sont installés dans des quartiers où les Parisiens aiment aller. Donc donc plusieurs facteurs, donc baisse de la fréquentation, hausse des loyers évidemment. Donc les cinémas sont vivants. Ils doivent le rester, ils ouvrent, ils ferment. Vous avez vu qu'avant le Normandie, il y avait une brasserie et demain, il y aura autre chose. Il y a d'autres cinémas. Il faut aller au cinéma et j'aimerais conclure par une phrase d'Agnès Varda qui rend hommage à la salle de cinéma et c'est une phrase que j'aime beaucoup. Elle disait « Le cinéma dans une salle, c'est le plaisir, le partage et les questionnements. » Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup à Axel Huyghe pour cette rétrospective de l'histoire de l'UGC Normandie. Alors pour rajouter 2 autres anecdotes, déjà avant les anecdotes, j'espère que tout le monde a eu le réflexe en rentrant de lever les yeux pour admirer ce plafond absolument extraordinaire. Ce n'est pas tous les cinémas qui ont un plafond comme ça. Comme on le disait, on est encore dans le jus des années 60. Il ne manque plus qu'Eddie Mitchell et les vendeurs d'esquimaux ambulants. Et nous y sommes, parés pour Laurence d'Arabie. Alors, dans les anecdotes de ce qui est arrivé dans ce cinéma, dans le building, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le building qui abrite l'UGC Normandie, il y a une scène d'un film français très célèbre, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui a été tourné. Donc oui, Alain Delon et Jean-Pierre Melville ont tourné un film dans les murs où vous êtes. Il y a également un film moins célèbre et plus récent qui s'appelle Radio Star. Est-ce que certains l'ont vu ici, la comédie française Radio Star? Eh bien, quand nos héros dans Radio Star jouent aux jeux vidéo sur un très grand écran dans une salle de cinéma en pleine nuit, c'est ici. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez vous sentir proche d'eux avant de regarder Laurence d'Arabie. Quelques mots sur Laurence d'Arabie avant de lancer tout ça. Déjà, petit jeu, qui a vu Laurence d'Arabie? Qui ne l'a pas vu? Pas mal. Vous avez de la chance, donc vous allez le découvrir en salle. Parmi ceux qui l'ont déjà vu, est-ce que certains l'ont vu en salle déjà? Et alors, est-ce qu'on a des héros? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu en salle à la sortie, en 62? Oui, on a quelques gagnants. Vous avez... Voilà. Bon retour dans le désert, comme on dirait. C'est pas une traversée du désert, c'est plus agréable. L'histoire, la trace plus exactement laissée par Laurence d'Arabie dans l'histoire du cinéma est absolument gigantesque, puisqu'il est impossible d'imaginer des films aussi variés que Star Wars
ou Les Aventuriers de l'Arche perdue, donc Indiana Jones de Spielberg, voire même des fresques de l'ampleur du Seigneur des Anneaux, comme on le voit, qui sera diffusé d'ailleurs demain ici, qui sera projeté demain ici, l'intégralité de la trilogie, voire jusqu'à très récemment l'adaptation de Dune. Le livre Frank Herbert, l'auteur de Dune, avait été très marqué par Laurence d'Arabie, et Denis Villeneuve a revendiqué l'héritage du film de David Lean pour son adaptation de Dune. Donc la trace laissée par Laurence d'Arabie est absolument fondamentale dans l'histoire du cinéma. Et parce que c'est un film fou, c'est près d'1 an et demi de tournage dans le désert, c'est des inventions permanentes. Vous verrez dans le film, il y a un moment un effet mirage pour simuler l'effet mirage dans le désert. C'est littéralement Laurence d'Arabie qui a inventé ce film. C'est David Lean et son chef opérateur, qui a été oscarisé, le chef opérateur également, qui ont inventé ça sur le tournage. Ils ont trouvé ça sur le tournage pour retranscrire cet effet du désert. Avant, ça n'existait pas. C'est aussi un film bio, si on peut appeler ça, puisqu'il n'y a pas d'effet numérique. Donc tout ce que vous voyez dans le film est fait en vrai. Donc il y a vraiment des dizaines, des centaines de cavaliers, il y a vraiment des explosions, il y a vraiment des trains qui déraillent, il y a des travelling installés sur 800 mètres, on ne peut rien truquer. Donc il y a déjà cette espèce de mélange entre le vrai et le plaisir de la fiction. Je citais Le Seigneur des Anneaux, mais l'un des ingrédients essentiels du succès et de la beauté du Seigneur des Anneaux, c'est justement cet héritage de David Lean, à savoir tourner des scènes à très grand spectacle dans de magnifiques décors naturels. Laurence d'Arabie est également le film préféré à titre personnel, mon réalisateur préféré, mais je pense que je ne suis pas le seul à aimer ce réalisateur ici, puisque c'est le film préféré de Steven Spielberg, voilà, qui le cite à loisir, qui dit que ce film signifie tout pour lui. Et on le voit bien dans des films aussi différents, je le disais, que Les Aventuriers de l'Arche perdue, donc Indiana Jones, voire même, évidemment, un film comme Cheval de guerre, même sur ses propres fresques guerrières, comme Il faut sauver le soldat Ryan, que nous avons passé hier, l'influence de Laurence d'Arabie est considérable. Je vais vous laisser en vous laissant repérer 2 choses dans le film. La première, c'est que David Lean avait souhaité que pour simuler l'idée de voyage, pour guider l'idée de voyage et l'idée de cet homme, cet occidental qui part en Orient, tous les mouvements de caméra du film, vous verrez, vont de la gauche vers la droite. Repérez bien ça, c'est pas du tout anodin. Et il y a également, pour ceux qui ont vu le film, ils s'en souviennent peut-être, à peu près à 12 minutes de film, il y a l'un des raccords. Les raccords, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un raccord, c'est un effet de montage. C'est quand on colle 2 plans entre eux. Il y a un des raccords les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, vous allez repérer. Et c'est un raccord qui vraiment symbolise à lui tout seul la puissance de ce film, le génie de David Lean et tout ce que Laurence d'Arabie a pu amener au cinéaste qui l'a inspiré. Évidemment, je suis un peu ému de vous laisser là, parce que moi, je ne travaille pas pour UGC, je suis juste vraiment un cinéphile professionnel qui présente des films. Et du coup, UGC m'a demandé ce soir d'être l'hôte, d'être votre monsieur loyal pour participer à ces cérémonies d'adieu, si je puis dire, de l'UGC Normandie. Donc, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit que je tenais à vous dire maintenant, c'est que quand je vous vois là tous aussi nombreux, quand on se voit aussi nombreux pour voir un film qui, l'air de rien, remonte à un moment, 1962, c'était pas tout à fait hier. Je pense que en ces temps où on se demande un peu quel est l'avenir du cinéma, quel est l'avenir de la salle de cinéma, je crois qu'il y a une réponse qui me vient, qui m'était venue quand j'avais justement vu Babylone, qu'on a passé ici. C'est que tant qu'il restera des cinéastes, des films et des spectateurs, le cinéma, ce sera là. Très bonne soirée à tous. Merci. Belle projection.